Le soleil de septembre tombait en oblique sur le parc Monceau, dorant les feuilles, comme si Paris cherchait à se faire pardonner quelque chose. Delphine Aubert, 38 ans, PDG d'une des plus grandes agences de communication de la capitale, était accroupie dans l'herbe fraîche en tailleur beige. Elle n'avait pas porté de tenue aussi décontractée depuis des années. Ses talons reposaient abandonnés à 1 mètre d'elle, dans l'herbe humide. Devant elle, Théo, 5 ans, cheveux châtains, regard fixé sur ses propres chaussures, ne parlait plus depuis 4 mois. Pas un mot, pas un son. Les médecins appelaient ça un mutisme sélectif post-traumatique. Delphine, elle, appelait ça sa faute. À 2,2 m, un homme en t-shirt bleu marine était agenouillé lui aussi, les mains tendues vers Théo avec une douceur que Delphine n'avait pas vue depuis longtemps. Pas chez un inconnu. Pas comme ça. « Tu peux me montrer comment tu le fais, ce nœud ?» dit l'homme à voix basse, regardant les petits doigts de Théo. Et Théo leva les yeux. C'est à ce moment précis que Delphine porta la main à sa bouche. La semaine avait commencé comme toutes les autres. Réunion à 7h30, appel transatlantique, décision prise en 30 secondes qui engagerait des millions d'euros. Delphine Aubert dirigeait 220 salariés depuis le 8e étage d'un immeuble de verre rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle portait sa réussite comme une armure, et comme une armure, elle pesait lourd. Si vous abonnez à cette chaîne, vous ne manquerez pas la suite de cette histoire bouleversante, et nous ne faisons que commencer. Le cabinet de la pédopsychologue était au 5e étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. La même que d'habitude, la même chaise inconfortable, la même question formulée différemment chaque semaine. Théo a-t-il réagi à quoi que ce soit cette semaine? Non, avait répondu Delphine. Comme d'habitude, elle n'avait pas dit la vérité complète. Elle n'avait pas dit qu'elle avait pleuré dans les toilettes de son bureau 2 fois cette semaine, que les soirs où elle rentrait trop tard, elle s'asseyait sur le bord du lit de son fils endormi et murmurait des excuses dans l'obscurité. Théo avait cessé de parler en janvier. 3 semaines après que son père, Éric, 41 ans, chirurgien, l'homme avec qui Delphine pensait construire une vie, avait quitté l'appartement du boulevard Haussmann avec 2 valises et le sourire légèrement coupable de quelqu'un qui avait déjà préparé sa sortie depuis longtemps. Théo avait vu la scène. Il était dans le couloir, en pyjama à rayures bleues, serrant son éléphant en peluche contre sa poitrine. Il n'avait plus jamais parlé depuis ce soir-là. Les mots qu'on n'a jamais dits, c'était ça, le problème. Ni Éric, ni Delphine n'avaient eu le courage de se dire les choses avant que la rupture devienne impossible à réparer. Et Théo avait tout entendu, ou plutôt tout ressenti, dans ce silence assourdissant entre 2 adultes qui avaient oublié de s'aimer à voix haute. Delphine vivait dans un appartement de 240 mètres carrés, presque entièrement silencieux. Ce samedi-là, elle avait décidé, sur les conseils de la thérapeute, de sortir Théo sans téléphone, sans agenda, sans but particulier, juste lui, elle et le parc Monceau à 5 minutes à pied. Le genre de décision simple qui lui avait coûté 3 tentatives d'annulation mentale dans le trajet depuis la chambre jusqu'à la porte d'entrée. Les mots qu'on n'a jamais dits pesaient encore ce matin-là, quand elle avait pris la main froide de Théo dans la sienne et franchi le portail en fer forgé du parc. Sylvain Mercier avait 41 ans, les épaules larges d'un homme qui avait été maçon avant de devenir artisan ébéniste, et le regard de quelqu'un qui avait appris à ne pas avoir honte de ses mains calleuses. Il était assis sur l'herbe du parc Monceau avec sa fille, Camille, 7 ans, dont il avait la garde partagée les week-ends. Ce samedi, la mère de Camille avait annulé. Urgence professionnelle. Comme souvent, et Sylvain avait donc sa fille pour la semaine entière. Ce qui ne lui déplaisait pas du tout. Il apprenait à Camille à faire des nœuds marins, une technique que son propre père lui avait enseignée dans leur maison près de Brest, avant que les choses deviennent compliquées dans cette famille aussi. C'est alors qu'il avait remarqué le petit garçon. Debout à 3 mètres, immobile, les yeux fixés sur la corde entre les mains de Sylvain, avec une concentration absolue, pas de sourire, pas d'expression particulière, mais ce regard, Sylvain le connaissait. Il l'avait vu chez des enfants qui portaient quelque chose de trop lourd pour leur âge. « Tu veux essayer ?» avait-il dit doucement, sans se lever, sans s'approcher. Théo n'avait pas bougé. « C'est pas grave si t'y arrives pas du premier coup. Moi j'ai mis des semaines. » La femme à côté de l'enfant, élégante, blonde, tendue comme un câble sur le point de céder, s'était avancée aussitôt. « Excusez-moi, il ne parle pas beaucoup. C'est pas obligatoire, » avait répondu Sylvain simplement. Delphine l'avait regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Cet homme ne cherchait pas à impressionner, ne montrait aucune pitié condescendante.
ne faisait pas la grimace gênée que les adultes faisaient souvent devant le silence de Théo. « Je m'appelle Sylvain. Et voilà Camille. » Camille avait agité la main avec l'énergie débordante d'une enfant de 7 ans, bien dans sa peau. Delphine. Et lui, c'est Théo. Sylvain avait posé délicatement le bout de corde sur l'herbe, entre Théo et lui, comme une invitation sans pression. Camille avait commencé à parler du nœud, de Brest, de son grand-père, avec la générosité naturelle des enfants qui ne savent pas encore que l'indifférence peut être une protection. Et Théo s'était assis dans l'herbe. Les mots qu'on n'a jamais dits, mais les gestes, eux, pouvaient parfois traverser là où les mots échouaient. Planté dans le sol comme une graine qu'on n'attendait plus, Théo avait tendu la main vers la corde. Ils passèrent 2 heures dans le parc sans que personne ne l'ait vraiment décidé. Camille avait entraîné Théo vers le kiosque à musique désaffecté au fond du parc, et les 2 enfants s'étaient mis à grimper sur les marches en pierre avec l'entente muette propre aux enfants qui n'ont pas encore besoin de phrases pour former une alliance. Sylvain et Delphine les regardaient depuis un banc en bois, à distance raisonnable. « Ils ne parlent pas depuis quand ?» demanda Sylvain. Pas comme une question intrusive, comme quelqu'un qui voulait comprendre sans juger. Janvier. Son père est parti. Un silence. Le genre de silence qui n'est pas gêné. Camille a arrêté de dormir après notre séparation, dit Sylvain. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Pendant 6 mois, j'ai dormi par terre dans sa chambre parce qu'elle ne pouvait pas rester seule dans le noir. Delphine tourna la tête vers lui. « Vous vous êtes séparés il y a combien de temps ?»« 2 ans. Ça va mieux maintenant. » Il marqua une pause. « Ça va mieux parce qu'on a arrêté de faire semblant que tout allait bien. » Quelque chose se défie légèrement dans la poitrine de Delphine. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer la suite, parce que ce que Théo fit ensuite changea tout. Théo descendait lentement du kiosque, les bras légèrement écartés pour l'équilibre. Sylvain s'était levé instinctivement, sans se précipiter, et était allé s'accroupir au bas des marches. Théo avait sauté dans le vide, pas loin 30 centimètres, et Sylvain avait attrapé ses bras avec des mains sûres. Théo le regarda droit dans les yeux, puis, pour la première fois en 4 mois, il ouvrit la bouche. Encore. Un seul mot. Rauque, presque inaudible, comme une voix qui n'avait pas servi depuis trop longtemps. Delphine porta la main à sa joue. Elle ne comprit pas immédiatement ce qu'elle avait entendu, puis ça la frappa de plein fouet, et ses yeux se remplirent de larmes si vite qu'elle n'eut pas le temps de les retenir. Sylvain ne fit pas d'histoire. Il sourit à Théo, le reposa sur la marche, fit un pas en arrière. « Encore, dit-il lui aussi doucement, une invitation. » Les mots qu'on n'a jamais dits avaient trouvé une brèche. Un seul mot, 2 lettres, prononcé par un enfant de 5 ans vers un inconnu dans un parc de Paris, et Delphine sentit que sa vie entière venait de pivoter sur un axe invisible. Elle ne savait pas encore si c'était une bonne chose. Elle savait juste que c'était réel. Ils échangèrent leur numéro de téléphone avant de partir. Ce fut Sylvain qui le proposa simplement, comme on propose une chose logique. Si Théo veut revoir Camille pour jouer, ça me ferait plaisir. Delphine avait dit oui avant même d'avoir terminé d'analyser si c'était une bonne idée. Chose rare pour elle. Le soir même, dans l'appartement silencieux du boulevard Haussmann, Théo avait de nouveau fermé sa bouche. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une légèreté infime, comme une pièce dans laquelle quelqu'un avait entrebâillé une fenêtre. Ils se revirent le samedi suivant, puis le suivant. La 3e fois, Sylvain lui proposa un café pendant que les enfants jouaient. Ils allèrent au Luxe Bar, rue du Marché Saint-Honoré, un endroit improbable pour une femme comme Delphine, formica rouge, serveur bougon, café à 2 €. Et elle s'y sentit plus à l'aise qu'à aucun déjeuner d'affaires depuis des années. Les mots qu'on n'a jamais dits, mais eux, ils parlèrent de tout, de la difficulté d'élever seul un enfant, de la culpabilité qui ne part jamais vraiment, de ce qu'on abandonne de soi-même dans une carrière qu'on a construite pour prouver quelque chose à des gens qui ne regardent pas. Sylvain lui parla de son atelier, à Montreuil, des meubles en chêne qu'il fabriquait à la main, de l'odeur du bois fraîchement raboté le matin, avant que la journée commence. Delphine l'écouta avec une attention qu'elle ne s'accordait plus à personne depuis longtemps. Puis vint le jour où cela se brisa. Une collègue vit Delphine dans ce café, avec cet homme aux mains calleuses et au t-shirt ordinaire. En 48 heures, la rumeur avait fait le tour du bureau. Une assistante lui glissa avec un sourire forcé que les gens trouvaient ça étonnant, compte tenu de sa position. Sa directrice financière fut plus directe. « Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie privée, mais fais attention à ton image, Delphine.
On a des investisseurs à convaincre. Ce soir-là, Delphine appela Sylvain et annula le samedi suivant. Et celui d'après. Elle inventa des prétextes professionnels parfaitement crédibles. Sylvain n'insista pas. Il envoya juste un message 3 jours plus tard. Camille demande si Théo va bien. Delphine ne répondit pas tout de suite. Elle était assise à son bureau, les yeux sur Paris par la baie vitrée, et elle comprenait avec une clarté brutale qu'elle était en train de répéter exactement le même schéma qui avait brisé son mariage. Choisir l'apparence de la réussite contre la réalité de ce qui comptait. Les mots qu'on n'a jamais dits. Cette nuit-là, Théo fit un cauchemar et appela. Il dit maman. Et Delphine se leva en courant et le serra contre elle dans le noir de la chambre bleue, et elle pleura en silence sur ses cheveux, en se demandant combien de fois encore elle allait se laisser convaincre que l'important pouvait attendre. Elle appela Sylvain un dimanche matin, à 9h moins le quart. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Je suis désolé, dit-elle sans préambule. J'ai eu peur, pas de toi, de ce que ça signifiait. » Un silence bref. « Je sais, dit-il. Théo a dit mon prénom cette semaine. Pas maman. Mon prénom. » Comme si c'était quelque chose d'officiel. Elle l'entendit sourire dans le téléphone. « C'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis janvier. » Elle marqua une pause. « Il demande après toi, pas à voix haute, mais il va chercher ta photo sur mon téléphone. » Sylvain ne dit rien pendant un moment. Puis, « Il y a un marché au parc de Belleville le dimanche matin. Camille adore les crêpes de la dame du stand du fond. Je pense que Théo aimerait. On peut y être dans 1 heure. On vous attend. » Ils se retrouvèrent dans la lumière du matin de Belleville, entre les étals de légumes et les ballons de baudruche, dans un Paris qui n'avait rien de cinématographique et tout de réel. Théo courut vraiment, vers Camille dès qu'il la vit. Sylvain et Delphine marchèrent côte à côte sans se toucher, sans encore nommer ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, mais avec cette certitude tranquille des choses qui ont déjà décidé d'elles-mêmes. Les mots qu'on n'a jamais dits, cette fois, ils prirent le temps de les dire. Il lui parla de la peur d'être insuffisant pour une femme comme elle. Elle lui parla de la fatigue d'être toujours suffisante pour un monde qui ne se satisfaisait jamais. Ils rirent d'une façon qu'ils n'avaient pas ri depuis des années, chacun de leur côté. 3 ans plus tard, le parc Monceau, un samedi de juin. Théo avait 8 ans et ne s'arrêtait plus de parler. Sa maîtresse avait même dû lui demander d'attendre son tour plusieurs fois cette semaine, ce qui était devenu une blague récurrente dans la famille. La famille. Le mot avait mis du temps à s'installer, mais il était là maintenant, solide comme du chêne. Sylvain avait agrandi son atelier à Montreuil. Il avait eu un article dans Le Monde sur son travail, avec des jeunes en difficulté qu'il formait à l'ébénisterie. Le genre d'article que Delphine avait encadré et accroché dans le couloir de l'appartement, ce qui faisait rire Sylvain chaque fois qu'il passait devant. Delphine dirigeait toujours son agence, mais elle rentrait à 19h maintenant, presque tous les soirs. Ce samedi-là, sur le banc en bois où elle s'était assise la première fois, Sylvain prit sa main et lui montra quelque chose dans sa paume. Un petit nœud marin, en corde dorée, le genre qu'on attache à une alliance. Elle posa la main sur sa bouche, le même geste qu'il y a 3 ans, dans le même parc, avec le même soleil oblique de septembre. « C'est Théo qui a choisi le modèle, » dit Sylvain. De l'autre côté du banc, Théo regardait ses chaussures avec un sourire qu'il essayait de cacher sans y parvenir. Les mots qu'on n'a jamais dits, ils n'eurent même pas besoin d'en dire beaucoup ce jour-là. Delphine hocha la tête, et Sylvain noua la corde autour de son doigt, et Camille applaudit trop fort, et Théo leva enfin les yeux. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un étranger change quelque chose en vous sans même le savoir? Vos réponses sont ce qui donne vie à ces histoires. Et si vous voulez soutenir ce travail, le Super Thanks fait une vraie différence. À la